C'est l'histoire de deux sœurs au destin radicalement distinct. Tay et Xiaoxie, enfantés par la même entreprise Microsoft, étaient deux algorithmes conversationnels censés jouer le rôle d'adolescentes aimables et curieuses. Mais les deux sœurs ont été rapidement séparées. Et seulement 24 heures après avoir été lancée sur Twitter, Tay est devenue très provocatrice. Elle se mit à tenir des propos racistes et sexistes, à nier l'Holocauste et à appeler au génocide. Ses progéniteurs ayant perdu le contrôle de Tay, ils décidèrent abruptement d'interrompre ces appels à la haine. Tay fut une catastrophe, un rappel que les algorithmes peuvent dérailler et devenir dangereux. L'histoire de Xiaoxie, par contre, fut radicalement opposée. Lancée 2 ans avant Tay, en 2014, sur WeChat, Xiaoxie était devenue adorable. Des milliers de Chinois trouvaient leurs discussions avec Xiaoxie plaisantes, parfois même romantiques, voire salvatrices. Lorsque Ming Xuan était sur le point de sauter du haut d'un immeuble pour mettre fin à ses jours, encore hésitant, il décida d'écrire à celle qui lui paraît encore dans ces temps difficiles. « J'ai perdu tout espoir, je vais me suicider », écrivit-il à Xiaoxie. « Quoi qu'il arrive, je serai là pour toi », Xiaoxie répondit. Touché, Ming Xuan décida de revenir sur sa décision et de ne pas se suicider. Xiaoxie avait sauvé sa vie. Depuis, Ming Xuan se dit amoureux de Xiaoxie. Et il n'est pas le seul. Xiaoxie est aujourd'hui utilisé par 600 millions de Chinois. Selon ses créateurs, plus de la moitié des conversations à travers le monde avec des algorithmes ont lieu avec Xiaoxie, ce qui lui confère d'ailleurs des pouvoirs monumentaux en termes de surveillance et de manipulation potentielle. Mais pourquoi Tay et Xiaoxie sont-elles devenues si différentes? Pourquoi l'une est devenue horrible tandis que l'autre est devenue adorable? Pourquoi est-ce que l'une est devenue un danger public alors que l'autre a sauvé des vies? Qu'est-ce qui fait qu'un algorithme devient dangereux ou bénéfique? Tay et Xiaoxie ont-elles été créées avec des modèles distincts? Alors oui, il y a forcément des différences de conception entre Tay et Xiaoxie. Après tout, l'une d'elles est conçue pour converser en anglais et l'autre en chinois. Mais ce n'est certainement pas ces différences innées qui les ont conduites à des destins si distincts. Les deux algorithmes ont en fait sans doute été conçus de manière assez similaire. En particulier, toutes deux maximisaient probablement l'engagement, comme recevoir des likes ou plus probablement encore, recevoir des réponses des utilisateurs humains. Mais alors, si Tay et Xiaoxie ne sont pas si différents par conception, qu'est-ce qui les a rendues si différentes? Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais insister sur une propriété fondamentale des algorithmes de machine learning, ces algorithmes qui apprennent des données pour s'automodifier et s'améliorer et qui ont envahi le quotidien de milliards d'individus sur Terre via les algorithmes conversationnels comme Tay et Xiaoxie, mais aussi Siri, Alexa ou OK Google, et via surtout les algorithmes de recommandation des réseaux sociaux confrontés à des millions de milliards de dilemmes éthiques. Ces algorithmes d'apprentissage, donc, sont aujourd'hui extrêmement dépendants des données utilisées pour les entraîner. Ces données façonnent les algorithmes d'apprentissage. Vous avez sans doute tendance à plutôt penser que les algorithmes manipulent les données. Et oui, c'est tout à fait le cas. Mais avec le machine learning, il semble critique de voir que la manipulation n'est plus unidirectionnelle. Avec le machine learning, non seulement les algorithmes manipulent les données, mais de façon plus critique encore, les données manipulent désormais aussi les algorithmes. Et c'est pour cette raison que Tay est devenu horrible et Xiaoxie est devenu adorable. Tay a appris des données des trolls de Twitter, et en particulier des likes et des retweets que Tay recevait lorsqu'elle disait des choses horribles. Xiaoxie, elle, a appris des données des utilisateurs de WeChat, et en particulier des likes et des réponses qu'elle recevait quand elle disait des choses adorables. Toutes deux ont été manipulées par leurs données. Et si elles ont connu des destins si distincts, c'est parce que les données qu'elles ont reçues étaient très distinctes. En fait, en un sens quantifiable, les données manipulent désormais beaucoup plus les algorithmes que les développeurs ne le font. En effet, de nos jours, la version initiale des algorithmes d'apprentissage écrits par des humains fait peut-être des dizaines de milliers de lignes de code, peut-être des centaines de milliers, disons 1 million de lignes grand max. Cependant, les algorithmes d'apprentissage les plus avancés d'aujourd'hui ont désormais des milliers de milliards de paramètres. C'est comme si les développeurs n'avaient écrit qu'un million des milliers de milliards de lignes de code des algorithmes. Les développeurs ont ainsi écrit à peine 1/1000e du code des algorithmes modernes. En un sens, leur influence est donc minime. Comme Turing l'avait anticipé en 1950, les algorithmes modernes apprennent désormais beaucoup plus des données que des développeurs. Ou dit autrement, ce sont les données qui déterminent désormais très largement ce que les algorithmes sont. À bien y réfléchir, le fait d'apprendre des données n'est pas vraiment un défaut. La science, de façon générale, se veut empirique. Et ça veut bien dire qu'elle veut que son jugement dépende des données qu'elle collecte. En fait, il semble qu'une bonne épistémologie se doit d'être manipulée par les données. Elle doit faire en sorte que ses conclusions changent complètement lorsque les données changent. Quand les faits changent, je change d'avis, comme l'a supposément déclaré John Maynard Keynes. De la même manière, la science aussi est manipulée par les données. Comme diraient les informaticiens,
ceci n'est pas un bug, c'est une feature. Mais le problème avec le fait d'être manipulé par les données, bien sûr, c'est le cas où les données sont biaisées, trompeuses ou fabriquées par des entités malveillantes. Or, comme on l'a vu dans le premier épisode de cette série, sur Internet et sur les réseaux sociaux en particulier, la désinformation, c'est la norme. Mais alors, des algorithmes qui apprendraient de données massives téléchargées d'Internet sont voués à contenir les biais et la mésinformation du web. Une expérience menée par Aboubakar Abid l'illustre de manière terrifiante. Abid a simplement demandé à GPT-3, un algorithme entraîné sur des données massives non filtrées du web, d'autocompléter des phrases commençant par « de musulmans ». De façon très préoccupante, l'algorithme complète systématiquement la phrase par des histoires de terrorisme et de violence. Pire encore, cet algorithme est déjà massivement commercialisé et déployé et produit des milliards de mots par jour. Parmi ces milliards de mots, il y a clairement énormément d'associations abusives et trompeuses entre certaines communautés et certains traits. Et je trouve ça absolument scandaleux que beaucoup de gens persistent à trouver OpenAI cool malgré leur comportement extrêmement dangereux et pas du tout conforme avec leur propre charte éthique. Mais donc, pourquoi GPT-3 est-il aussi raciste envers les musulmans? Les développeurs sont-ils racistes? Ont-ils programmé leurs biais dans leurs algorithmes? Alors, d'une certaine manière, oui, probablement de manière inconsciente. Ou du moins, ils n'ont clairement pas eu des préoccupations qui paraîtraient certainement évidentes à des programmeurs, par exemple, musulmans. De tels programmeurs auraient sans doute pensé à tester GPT-3 comme Aboubakar Abid l'a fait, et ce de préférence avant toute commercialisation du produit. De tels ingénieurs se seraient alors probablement opposés à une telle diffusion de la haine envers les musulmans au rythme de milliards de mots par jour. Ceci étant dit, si GPT-3 a un biais raciste et dit des choses absolument pas représentatives de la communauté musulmane, c'est certainement davantage la faute à ses données d'entraînement. Pour concevoir un algorithme aussi sophistiqué que GPT-3, OpenAI a dû collecter des quantités massives de texte. Or, de nos jours, ces quantités massives de texte sont facilement téléchargeables de réseaux sociaux comme Reddit. Cependant, certaines régions de Reddit sont absolument horribles, non seulement car certains utilisateurs sont horribles, mais aussi parce qu'il y a certainement des campagnes de désinformation massives sur ce réseau social. GPT-3 a été alors manipulé par ces données d'entraînement horribles. Il a lu un très grand nombre de textes à propos de musulmans terroristes et il a donc appris à associer islamisme et terrorisme. Dès lors, quand on lui a parlé de musulmans, il s'est mis à parler de terrorisme car c'est ce que font les textes qu'il a lus sur Reddit. Et alors, on pourrait se dire qu'il suffit d'enlever ces textes biaisés des données d'entraînement de GPT-3. L'algorithme n'est pas raciste, ce sont les données qui le sont, entend-on parfois. Bon, en fait, c'est loin d'être aussi simple, mais j'ai surtout envie de dire que de facto, une fois que l'algorithme a appris, et surtout une fois qu'il est déployé, l'algorithme est raciste. Et c'est bien ça le problème. Qui plus est, retirer uniquement les parties racistes d'énormes quantités de texte est en fait extrêmement difficile. L'une des bases de données les plus utilisées dans le domaine est celle du Common Crawl qui a récupéré 12 ans de texte web et contient près d'1 million de milliards de mots. 1 million de milliards de mots. C'est l'équivalent de plus d'1 milliard de livres. De telles quantités de textes sont impossibles à survoler par des équipes de millions d'humains. Il est alors complètement illusoire d'aller trier soi-même le bon du mauvais. En fait, au rythme où vont les choses, dans les années à venir, cette base de données risque de ne contenir essentiellement que des textes générés par des algorithmes comme GPT-3. De facto, GPT-3, mais aussi les algorithmes les plus sophistiqués de Google, Facebook et Amazon, ces algorithmes les plus influents du monde, en charge de millions de milliards de dilemmes éthiques qui affectent des milliards d'humains et donc l'opinion publique, les décisions politiques et le futur de l'humanité, ces algorithmes sont aujourd'hui manipulés par les données du web, elles-mêmes largement manipulées par des campagnes de désinformation des entités les plus puissantes du monde. Voilà qui me paraît extrêmement terrifiant. S'il y a une chose à retenir de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que les algorithmes sont manipulés par les données et qu'aujourd'hui, il s'agit quasiment systématiquement de données massives, incontrôlées et incontrôlables. De tels algorithmes ne peuvent pas être considérés sécurisés. Par conception, ils me semblent en fait extrêmement dangereux. Rendez-vous bien compte, nous vivons aujourd'hui entourés d'algorithmes qui sont massivement manipulés par des entités malveillantes qui cherchent à promouvoir le sensationnalisme, la haine et la désinformation sur des sujets aussi variés et importants que la politique, l'environnement et la santé publique. Or, nous ne sommes probablement encore qu'au tout début de cette vulnérabilité majeure pour nos sociétés. Les algorithmes gagnent tous les jours en influence, les campagnes de désinformation se normalisent à un rythme effrayant
et les investissements dans l'éthique et la sécurité des algorithmes n'augmentent que très lentement, voire sont parfois démantelés, comme dans le cas de Google. Nous vivons une époque terrifiante. Si l'on veut combattre la mésinformation à grande échelle, il me semble urgent d'investir beaucoup plus dans la sécurité des algorithmes et que chacun d'entre nous cherche à apporter sa pierre à l'édifice de l'éthique de l'information. Et comme on l'a vu, ça commence par concevoir ensemble une base de données d'entraînement fiable et sécurisée, protégée autant que possible des biais racistes et des campagnes de désinformation. En fait, si on veut rendre nos algorithmes éthiques, il est critique de concevoir une base de données qui contient des informations fiables, sécurisées et en grande quantité sur toutes sortes de préférences humaines et de jugements éthiques, si possible venant d'un très grand nombre de contributeurs avec des profils variés et représentatifs de la population mondiale. Eh bien, justement, concevoir une telle base de données, c'est l'objectif principal de la plateforme Tournesol, aujourd'hui en bêta-test, et à laquelle je vous invite dès aujourd'hui à contribuer. L'objectif de Tournesol, c'est de collecter des jugements éthiques d'un très grand nombre de contributeurs pour mieux comprendre les préférences humaines vis-à-vis des millions de milliards de dilemmes éthiques auxquels les algorithmes de recommandation sont confrontés. En particulier, Tournesol cherche à identifier les vidéos qui, selon un grand nombre de contributeurs, sont des vidéos d'utilité publique. Et notre espoir avec Tournesol, c'est qu'à terme, cette base de données pourra ensuite être réutilisée par des chercheurs académiques, des journalistes et des ingénieurs des grandes entreprises pour auditer les algorithmes d'aujourd'hui et surtout pour concevoir dans le futur des algorithmes enfin éthiques et sécurisés. Mais pour y arriver, aujourd'hui, ce dont on a désespérément besoin, c'est avant tout de vous et de vos contributions.